Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série dédiée à la biologie cellulaire. La vidéo d'aujourd'hui sera sur les transports membranaires. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos futures vidéos. Le transport membranaire est un processus fondamental qui permet aux cellules animales de maintenir leur homéostasie, et de réguler l'échange de substances essentielles entre l'intérieur de la cellule et son environnement extérieur. Ce mécanisme complexe assure l'apport de nutriments indispensables, l'évacuation des déchets métaboliques, et la gestion des ions et autres molécules nécessaires à la survie et au bon fonctionnement de la cellule. La membrane plasmique que nous avons détaillée dans les vidéos précédentes, joue un rôle crucial dans ce processus. Elle contrôle l'entrée et la sortie des ions, des nutriments, des déchets, et d'autres molécules. Il existe 3 types de transport membranaire. On a le transport passif, le transport actif et le transport vésiculaire. Commençons par le transport passif. Le transport passif est un type de transport membranaire qui se fait sans dépense d'énergie par la cellule. Il repose sur les gradients de concentration. Ce processus inclut la diffusion simple, la diffusion facilitée par des protéines de transport, et l'osmose, qui concerne spécifiquement le mouvement de l'eau à travers la membrane cellulaire. Avant de détailler les différents types de transport, expliquons d'abord le gradient de concentration. La différence de concentration d'une substance entre deux milieux crée une force motrice naturelle qui pousse les molécules à se déplacer d'une zone où elles sont en forte concentration vers une zone où leur concentration est plus faible. Ce mouvement se fait spontanément, sans nécessité d'énergie supplémentaire, car les molécules cherchent à atteindre un équilibre de concentration de part et d'autre de la membrane. Le premier type de transport passif est la diffusion simple, qui est un processus passif par lequel les molécules se déplacent d'une région de haute concentration vers une région de basse concentration, à travers une membrane semi-perméable, sans nécessité d'énergie ni l'aide de protéines de transport. Ce mécanisme est principalement observé pour les petites molécules non polaires, comme les gaz, O2, CO2, et certaines substances liposolubles, qui peuvent traverser directement la bicouche phospholipidique de la membrane cellulaire. En revanche, la diffusion facilitée implique l'utilisation de protéines de transport spécifiques pour permettre à certaines molécules de traverser la membrane cellulaire. Par définition, la diffusion facilitée est un processus aussi passif, par lequel des molécules se déplacent à travers une membrane cellulaire via des protéines de transport spécifiques, sans nécessiter d'énergie. Contrairement à la diffusion simple, ce mécanisme est utilisé pour le passage de molécules plus grandes ou polaires, comme le glucose, les acides aminés, ou des ions, qui ne peuvent pas traverser directement la bicouche lipidique. Cette diffusion facilitée peut se faire à travers les canaux. Il s'agit d'un type de transport passif, où des molécules ou des ions traversent la membrane cellulaire, en empruntant des protéines de canal spécifiques. Ces canaux, souvent sélectifs pour un type de molécule, permettent le passage de substances hydrophiles ou chargées qui ne peuvent pas traverser directement la bicouche lipidique. Les canaux peuvent s'ouvrir ou se fermer en réponse à des signaux spécifiques, comme des changements de voltage ou la liaison d'une molécule. En plus des canaux, les molécules peuvent se déplacer aussi à travers des protéines de transport spécifiques, nommées aussi perméases. Ce sont des protéines transmembranaires qui vont lier d'une manière spécifique la molécule à transporter. Contrairement aux canaux, ces transporteurs changent de conformation pour déplacer les molécules d'un côté à l'autre de la membrane, toujours selon le gradient de concentration. Ce mécanisme est utilisé pour des molécules plus grandes ou polaires, comme le glucose ou certains acides aminés. Le processus ne nécessite pas d'énergie et permet un passage plus contrôlé des substances. Le troisième type du transport passif est l'osmose, c'est un processus de la diffusion appliqué à l'eau. Les molécules d'eau se déplacent pour diluer le milieu le plus concentré jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement équilibre des concentrations. Ce mécanisme est à la base de l'équilibre hydro-électrolytique. L'eau traverse la membrane selon 2 modes, par diffusion simple à travers la bicouche lipidique.
Ce processus est relativement lent, car la membrane est peu perméable à l'eau. Ou par des protéines spécialisées appelées aquaporines, qui permettent un passage rapide de l'eau. Les aquaporines contrôlent le débit d'eau de manière efficace, ce qui est crucial pour de nombreux processus cellulaires. Détaillons maintenant le transport actif. On parle du transport actif quand les molécules ou les ions traversent une membrane cellulaire contre leur gradient de concentration. C'est-à-dire un déplacement d'une région où leur concentration est faible, vers une région où leur concentration est plus élevée. Le transport actif est essentiel pour maintenir les gradients électrochimiques, absorbant des nutriments comme le glucose et éliminant les déchets, même contre leur gradient de concentration. Il permet aussi de réguler l'homéostasie cellulaire, est crucial pour la signalisation cellulaire, notamment dans la transmission de l'influx nerveux. Le transport actif peut être primaire ou secondaire. Ce processus nécessite de l'énergie, généralement sous forme d'ATP, car il va à l'encontre du mouvement naturel des molécules. Le transport actif primaire, appelé aussi transport actif direct, consomme de l'énergie obtenue par l'hydrolyse de l'ATP et se fait contre le gradient de concentration. Il fait intervenir des enzymes dites ATPase transmembranaires ou pompes. La pompe sodium-potassium est un exemple classique de transport actif primaire dans les cellules. La pompe possède des sites de liaison pour le sodium, Na+, et le potassium, K+, ainsi qu'un site de liaison pour l'ATP. Cette pompe est essentielle pour maintenir le potentiel de membrane des cellules, ce qui est crucial pour la transmission nerveuse, la contraction musculaire, et d'autres fonctions cellulaires vitales. La pompe transporte 3 ions sodium, Na+, représentés par les cercles rouges du cytosol, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule, vers le liquide interstitiel, c'est-à-dire l'extérieur de la cellule. Lorsque les ions de Na+, sont libérés, 2 ions potassium K+, représentés par les triangles jaunes, sont transportés du liquide interstitiel vers le cytosol. À ce stade, il y a plus d'ions sodium à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur, et plus d'ions potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour tous les 3 ions sodium qui sortent, 2 ions potassium entrent. Il en résulte que l'intérieur est légèrement plus négatif par rapport à l'extérieur. Cette différence de charge est importante pour créer les conditions nécessaires au processus secondaire. La pompe sodium-potassium est donc une pompe électrogène qui crée un déséquilibre électrique à travers la membrane et contribue au potentiel de la membrane. Contrairement au transport actif primaire, le transport actif secondaire n'utilise pas l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP, c'est la différence de potentiel électrochimique qu'on vient d'expliquer, qui est utilisée. Les deux principales formes du transport actif secondaire sont, premièrement, le sympore, dans lequel 2 substances de nature différente sont transportées dans la même direction, l'une est dans le sens de son gradient de concentration, par transport passif, et l'autre dans le sens opposé à son gradient de concentration, par transport actif. Deuxièmement, on a l'antipore, ou échangeur. Ici, la molécule cible et l'ion énergétique sont transportés dans des directions opposées. Un exemple classique est l'échangeur sodium-calcium, où le sodium entre dans la cellule en suivant son gradient, tandis que le calcium est expulsé contre son gradient. Examinons maintenant le transport vésiculaire. Les cellules ont également mis au point des méthodes pour transporter du matériel tel que des protéines ou des phospholipides qui sont trop volumineux par les vésicules de transport. Ces dernières sont des structures sphériques formées à partir de la bicouche lipidique refermée sur elle-même. On distingue dans le transport vésiculaire, l'endocytose et l'exocytose. L'endocytose est un mécanisme cellulaire par lequel une cellule internalise des substances provenant de l'environnement extérieur. Ces substances subissent certains processus de décomposition en éléments plus petits, soit pour être utilisés par la cellule, soit à des fins d'élimination. Pour l'exocytose, c'est un mécanisme qui permet le passage de certaines substances de l'intérieur de la cellule vers le milieu extracellulaire. Avant d'être expulsées, ces substances sont enfermées dans un sac constitué d'une membrane qu'on appelle vésicule. L'étape suivante est la migration de cette vésicule en direction de la membrane plasmique puis sa fusion avec celle-ci. Pour terminer,
le contenu de la vésicule se déversera alors dans le milieu extracellulaire. Et voilà, pour récapituler, pour le transport passif on a vu la diffusion simple, la diffusion facilitée et l'osmose. Pour le transport actif, on a vu le transport actif primaire et le transport actif secondaire. Et finalement, pour le transport vésiculaire, on a vu l'endocytose et l'exocytose. Merci d'avoir suivi ce cours, et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.